Nous allons voir quelles sont les informations prioritaires lors du premier bilan diagnostique du rééducateur en neurologie. Il ne s'agit pas ici de refaire tout le bilan diagnostique du rééducateur en neurologie qui est généralement bien connu, mais de montrer des éléments prioritaires et très importants qui sont généralement oubliés. La première question que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie, c'est de savoir quelle est l'évolution de sa pathologie. Pour y répondre, il faut savoir qu'il y a 4 types d'évolution des lésions neurologiques. Premièrement, évolution favorable des lésions neurologiques. Deuxièmement, stabilité chronique des lésions neurologiques. Troisièmement, aggravation rapide des lésions neurologiques. Et une quatrième forme d'évolution, c'est une aggravation très lente des lésions neurologiques. Entre ces grandes catégories, il y a évidemment des catégories intermédiaires, comme par exemple une évolution favorable qui s'arrête et qui devient une stabilité chronique. Alors, premièrement, nous allons voir quelques exemples d'évolution favorable dans lesquels il y a amélioration des lésions neurologiques. Cet enfant présentait un traumatisme crânien en phase d'éveil. Lorsqu'on me l'a confié, il ne tenait pas la position assise sans soutien, il n'arrivait pas à marcher et progressivement, il s'est mis à marcher, d'abord avec un déambulateur, puis ensuite il a pu faire tout un tas de choses, notamment du vélo, donc ça allait de mieux en mieux. On peut voir le film de la rééducation de cet enfant sur Dailymotion. Ceci étant, n'importe quelle technique de rééducation donne de bons résultats dans un cas pareil. Il faudrait être vraiment mauvais pour ne pas avoir de bons résultats. Il y a de nombreux autres cas où les lésions neurologiques évoluent favorablement, par exemple après l'ablation chirurgicale récente d'une tumeur cérébrale compressive, après un accident vasculaire cérébral récent, dans une sclérose en plaques à la phase de récupération relative suivant une poussée, dans les syndromes de Guillain-Barré en voie de récupération, etc., etc. Dans ces évolutions favorables, toutes les techniques de rééducation donnent de bons résultats, même les plus farfelus. L'amélioration des lésions neurologiques n'est pas toujours totale, et la phase d'évolution favorable se termine souvent par une phase de séquelles. Voici un exemple. Il s'agit d'un enfant qui lui aussi avait eu un traumatisme crânien sévère, mais avec des symptômes complètement différents du patient que nous avons vu précédemment. Comme vous le savez peut-être, dans les traumatismes crâniens, il peut y avoir une infinité de tableaux cliniques différents. Et chaque patient a des symptômes qui lui sont propres. Dans le cas particulier de cet enfant, il avait en phase d'éveil un tableau de tétraparésie spastique avec un syndrome pyramidal qui s'est amélioré rapidement. En fin de progression, il avait bien récupéré, en particulier sur le plan fonctionnel, au point de pouvoir se déplacer en tout terrain, sans l'aide d'une tierce personne et sans danger de chute. Cette photo montre qu'il pouvait marcher sur les rochers du bord de mer du centre de rééducation Pomponiana, ce qui n'est pas facile même pour un sujet sain. Mais en fin de séjour en centre de rééducation, il n'avait pas complètement récupéré sur le plan neurologique, car il présentait une spasticité du triceps sural gauche, entraînant un équin du pied qui nécessitait le port d'une attelle anti-équin. Je l'ai revu 15 ans plus tard, il avait toujours des séquelles neurologiques, en particulier un pied varus-équin spastique, qui le gênait modérément car il pouvait toujours marcher en tout terrain avec une chaussure anti-équin. Deuxième grande catégorie de patients, ceux qui ont une stabilité, une chronicité des lésions neurologiques. C'est le cas de ce patient qui présentait des séquelles d'infirmité motrice cérébrale et que l'on peut voir sur le site internet YouTube. Il y a 3 films le concernant, dont celui-là,
intitulé IMC-IMOC kinésithérapie 3 postures de base. Autre exemple de stabilité des lésions neurologiques, les séquelles 2 ans après la phase initiale de traumatisme crânien, d'ablation chirurgicale totale et sans récidive d'une tumeur cérébrale, d'accident vasculaire cérébral, etc., etc. Il y a de nombreuses séquelles des lésions neurologiques qui sont malheureusement définitives. Dans tous ces cas chroniques, il ne faut pas se décourager et considérer qu'il n'y a plus rien à faire. Certes, les lésions neurologiques seront toujours présentes, c'est un fait indéniable. Mais il faut considérer que le patient présente un nouveau système nerveux qui va évoluer dans le temps, au fil des mois et des années, comme tout système nerveux. Si rien n'est fait, le patient va se dégrader de plus en plus, c'est certain. Première dégradation, il va y avoir un déconditionnement à l'effort aérobie, c'est le plus fréquent dans toutes les pathologies neurologiques. Deuxième dégradation, il va y avoir la diminution de la motricité résiduelle, c'est-à-dire une détérioration de la coordination, de la dextérité et de l'indépendance fonctionnelle. Troisième dégradation, il va y avoir une détérioration des amplitudes articulaires et de l'extensibilité musculaire, en particulier lorsqu'il existe une spasticité. La myopathie spastique décrite par le professeur Graciès va s'installer. Cette pathologie musculaire entraîne la rétraction des muscles et donc des déficits d'amplitude. Si au contraire une rééducation et surtout sur le long terme une auto-rééducation guidée est entreprise avec intensité et persévérance et ténacité, l'état du patient va s'améliorer, c'est sûr. Le patient va progresser à l'intérieur de son handicap. Retenez cela, il ne va pas guérir, mais il va progresser malgré son handicap. Premièrement, le déconditionnement à l'effort aérobie va diminuer progressivement, par des exercices aérobie bien sûr. Deuxièmement, il va y avoir une amélioration de la motricité résiduelle par des exercices globaux et analytiques. Troisièmement, on peut avoir une amélioration des amplitudes articulaires et de l'extensibilité musculaire par des étirements et surtout des auto-étirements quotidiens et sur des années. On voit donc que pour les patients avec une pathologie chronique, il n'y a pas vraiment d'état stable en ce qui concerne leur motricité. Soit la motricité se dégrade progressivement, soit la motricité progresse sous l'influence de l'auto-rééducation guidée. C'est la raison pour laquelle ce type d'auto-soin paraît actuellement indispensable. À noter que tout ce que l'on a dit sur les patients chroniques et qui ont un nouveau système nerveux, doué de plasticité dans les deux sens, soit vers le progrès si on travaille, soit vers la régression si on ne fait rien, tout cela peut également s'appliquer à l'adulte sain. Soit il va progresser et acquérir de nouvelles compétences s'il s'entretient physiquement, soit il va régresser dans le cas contraire. Il faut savoir que le sujet sain dispose également, comme tout être doté d'un système nerveux, de plasticité cérébrale dans les deux sens. Toute pratique qui font sortir un individu de sa zone de confort et de repos doivent être entretenues, que ce soit un sujet sain ou une personne en situation de handicap. Faute de quoi, on a une diminution progressive des performances. C'est vrai pour la plupart des activités physiques ou sportives comme la danse ou le karaté ou le jonglage. C'est également vrai pour les performances des patients, le périmètre de marche, la montée et descente des escaliers,
ses performances de nage, etc. doivent être travaillées pour ne pas régresser. Cet article, qui a été validé par la Cochrane Librairie, a permis de conclure définitivement ce débat et d'illustrer cette plasticité cérébrale dans les deux sens, vers le progrès si on travaille sérieusement, ou inversement vers la régression si l'activité physique est insuffisante. Je vous traduis le titre de cet article. La récupération fonctionnelle et motrice des accidents vasculaires cérébraux 5 ans après leur début est équivalente aux résultats obtenus au 2e mois après l'accident vasculaire cérébral. Le suivi et l'évaluation de ces patients a eu lieu dans différents pays européens. Cela signifie que ces patients, qui avaient progressé pendant 6 mois en centre de rééducation à la suite de leur accident vasculaire cérébral, et qui n'ont pas bénéficié d'autorééducation guidée par la suite, ont régressé malgré les soins en kinésithérapie libérale plus ou moins bien suivis par ces patients. De ce fait, les bilans réalisés au bout de 5 ans montrent qu'ils ont beaucoup perdu. Ils sont équivalents à ceux obtenus au bout de 2 mois en centre de rééducation. Pour avoir une idée de ce qu'on peut faire avec des lésions neurologiques définitives, il faut voir sur le site internet YouTube le film intitulé Paraplégique, rééducation fonctionnelle et ludique. C'est assez étonnant. Troisième type de patient que l'on peut me confier en rééducation, beaucoup plus dramatique, dans le cas d'aggravation rapide des lésions neurologiques. Et là, malheureusement, quelle que soit la technique de rééducation utilisée, on aura une régression des performances du patient. Des cas comme cela, malheureusement, il y en a beaucoup. Par exemple, les scléroses en plaques en phase de poussée évolutive, les tumeurs cérébrales malignes en pleine évolution, mais il y a bien d'autres cas où les lésions neurologiques évoluent spontanément vers une aggravation rapide. Paradoxalement, pour ces patients, la rééducation a plusieurs rôles importants. Premièrement, sur le plan psychologique, c'est très important. Le patient ne doit pas se sentir abandonné. Deuxièmement, sur le plan du confort ressenti par le patient. Premier exemple, le bienfait de la rééducation qui permet de lutter contre les éventuelles douleurs par le massage et les mobilisations. Deuxième exemple, le bien-être ressenti par le patient grâce aux exercices actifs, même s'il n'y a pas de progrès. Prenons le cas du patient qui peut marcher avec un déambulateur uniquement sous la surveillance du rééducateur ou d'une personne aidante, bien entendu, à cause du risque de chute. Eh bien, pour ce patient, cet exercice améliore son quotidien, même si le périmètre de marche diminue de jour en jour. C'est inhumain de ne pas faire marcher ce patient tant qu'il peut encore le faire. Et puis, il faut savoir que dans certains cas, cette aggravation rapide n'est que provisoire. Il peut suivre une phase de récupération relative. Exemple, dans une sclérose en plaques, la poussée évolutive est souvent suivie par une phase de récupération spontanée ou d'une récupération sous l'influence du traitement comme un bolus de cortisone à haute dose. Autre exemple, dans les tumeurs cérébrales, on peut avoir un traitement par radiothérapie, souvent associé à de la chimiothérapie qui est de plus en plus efficace. Il faut donc entretenir l'état physique du patient pour préparer l'avenir, qui n'est pas toujours sans espoir. Quatrième type de patient qu'on peut confier à un kinésithérapeute, des cas où il y a une aggravation très lente des lésions neurologiques.
Alors il y a de nombreuses pathologies qui évoluent très lentement, comme les hérédodégénérescences spinocérébelleuses, l'ataxie de Friedreich par exemple, les scléroses en plaques à forme lentement progressive, etc., etc. C'est dans ce type de pathologie qu'une bonne technique de rééducation peut faire la preuve de son efficacité. En effet, si après un séjour en centre de rééducation ou après une série de séances de rééducation, on observe des progrès, ce n'est pas lié à une évolution spontanée des lésions anatomiques, puisque chaque jour, le patient est un petit peu plus gravement atteint que la veille. Donc c'est bien lié à la rééducation. Alors cette vidéo s'appelle Ataxie de Friedreich, rééducation fonctionnelle, ludique et sportive. Elle est visible sur le site internet YouTube également. Donc elle montre les progrès réalisés par cette patiente au cours de son séjour à l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana. Cette patiente a progressé également à l'intérieur de son handicap. Alors voilà la représentation théorique, une espèce de schéma. Comment ces patients, alors qu'il y a une dégénérescence du système nerveux, comment ils arrivent à faire des progrès. Cette dégénérescence est symbolisée par la courbe rouge qui diminue progressivement, c'est donc le plafond des capacités résiduelles du patient qui diminue progressivement lorsque la pathologie s'aggrave lentement. Et en bleu, on voit les progrès des performances fonctionnelles du patient grâce à l'entraînement, et ce pour toutes les activités qui sont situées au-dessous du plafond. Deuxième question importante que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie. Comment fait-il ces transferts entre le lit et le fauteuil? Peut-il les faire tout seul? Point d'interrogation. Cette question est tellement importante que j'en ai fait un article qui s'appelle La frontière entre l'indépendance et la dépendance. C'est un article qui a paru dans Kinésithérapie, les cahiers. En fait, cette frontière, justement, c'est les transferts entre le lit et le fauteuil. Si le patient est capable de faire ces transferts, eh bien, il peut rentrer facilement chez lui, il sera indépendant. S'il en est incapable, il sera obligé d'avoir recours à une tierce personne pour passer du lit au fauteuil. Évidemment, là aussi, ça change tout, hein. Les deux premières figures de cet article montrent deux exercices corrélés. Lorsque le patient arrive à effectuer plusieurs fois l'exercice consistant à se mettre debout en se tenant à un espalier et à se rasseoir dans le fauteuil, il arrive beaucoup plus facilement à faire ces transferts entre le lit et le fauteuil. Alors pour voir comment on s'y prend pour faire cet exercice assis debout, eh bien il faut voir cette vidéo qui s'appelle Sclérose en plaques, comment se remettre debout. Vous voyez avec les deux coussins qui sont devant les genoux, vous voyez que les pieds du patient sont situés sous les coussins, et on voit cette patiente qui est restée plusieurs mois dans un fauteuil, dans un lit sans pouvoir se lever, comment elle a pu se remettre debout, et donc quand elle a réussi à en faire un certain nombre, plus de 20, plus de 30 même, jusqu'à 50, elle a réussi à le faire, et à ce moment-là, c'était plus du tout la même patiente, elle faisait ses transferts beaucoup plus facilement. Un autre exercice qui peut faciliter les transferts, le push-up que l'on peut voir sur cette vidéo. Autre raison pour laquelle il est important de savoir si le patient est capable ou non de faire les transferts entre le lit et le fauteuil, et donc en kinésithérapie entre le fauteuil et la table de rééducation, c'est la charge de travail que génère un tel patient pour son rééducateur. Dans cette cotation que vous pouvez voir et que vous trouverez sur Internet, la charge de travail du kinésithérapeute est doublée si le patient ne fait pas les transferts. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on doit répartir les patients aux différents kinésithérapeutes d'un service, il faut faire bien attention à équilibrer leur charge de travail et à donner un nombre à peu près équivalent de patients très dépendants, incapables de faire les transferts lit-fauteuil. La charge de travail générée par ces patients
est plus importante car ils prennent plus de temps au kinésithérapeute et risquent de provoquer des douleurs lombaires au thérapeute, en particulier s'il s'agit d'un patient en surpoids. L'utilisation d'un lève-malade présente l'avantage de minimiser le risque de lombalgie, mais cela prend du temps et il ne faut pas être pressé. Une autre manière de résoudre le problème est de disposer d'un fauteuil électrique capable de verticaliser le patient, comme sur une table de verticalisation encore appelée tilt, et de prendre une position horizontale permettant de mobiliser le patient, comme sur une table de kinésithérapie. Ça reste une charge de travail conséquente pour le rééducateur, mais tout de même moins lourde. La troisième question que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie: comment le faire progresser? Il y a 3 catégories d'exercices qui font progresser les patients de neurologie. Premièrement, les exercices d'assouplissement. Deuxièmement, les exercices fonctionnels. Troisièmement, les exercices pour améliorer la motricité résiduelle. En bonus, les activités physiques, ludiques ou sportives en privilégiant les activités aérobies comme par exemple la natation ou la danse. Alors, premièrement, les exercices d'assouplissement. Comment assouplir, comment améliorer les amplitudes. Il faut savoir qu'en neurologie, ce sont surtout les muscles qui limitent les mouvements, et en particulier les muscles polyarticulaires, comme le triceps sural, le droit fémoral, les ischio-jambiers, les fléchisseurs du poignet et des doigts, le biceps brachial, le grand pectoral, etc. Des étirements réguliers et sur de longues périodes de temps sont nécessaires, et surtout des auto-étirements qu'il faut enseigner aux patients, de manière à ce qu'ils deviennent des exercices d'auto-rééducation guidée. C'est plus efficace car ces auto-étirements doivent devenir quotidiens et sur de longues périodes. Oui, les auto-étirements, pour être efficaces, c'est tous les jours, pendant des mois, des années. Comment faire progresser un patient de neurologie? Premièrement, nous avons vu les exercices d'assouplissement. Deuxièmement, les exercices fonctionnels. Il y a de nombreuses manières d'effectuer les exercices fonctionnels. Ce qui est utilisé depuis des années, c'est le protocole de rééducation de l'équilibre fonctionnel quantifié, PREFQ. Il est adopté très rapidement par les kinésithérapeutes et les patients, probablement parce qu'il est très simple à utiliser, car ce sont des exercices fonctionnels bien connus du patient et donc faciles à effectuer, comme par exemple la marche avec un déambulateur ou la montée des escaliers avec la rampe ou passer de la position assise à la position debout. Mais ce sont des exercices pour lesquels le patient manque cruellement de pratique, d'endurance et de coordination. C'est la quantité de pratique qui améliore la qualité gestuelle par auto-organisation des mouvements. La quantité de pratique permet en même temps de lutter contre le déconditionnement à l'effort aérobie. En effet, le déconditionnement à l'effort aérobie est le symptôme le plus universel, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans toutes les pathologies neurologiques. Et c'est le plus facile à récupérer. C'est un des triomphes de la rééducation et de la réadaptation. Chaque exercice est chiffré, quantifié, très simplement, pour donner au patient une connaissance des résultats. Ce protocole a été validé pour les patients présentant une sclérose en plaques, et la sclérose en plaques, c'est un peu le résumé de la neurologie, comme le disait Daniel Vast, tellement on y trouve une grande variété de symptômes.
Alors, exemple d'exercice de ce protocole, l'exercice assis debout assis qui est quantifié en nombre de répétitions. Autre exemple, l'augmentation du périmètre de marche avec ou sans aide technique qui est quantifié en mètres ou en nombre de pas. Mais dans les exercices fonctionnels utilisés en rééducation et auto-rééducation, il n'y a pas que des exercices aérobies. En particulier pour les membres supérieurs, il y a le protocole PRAFOM, protocole de rééducation des activités fonctionnelles des membres supérieurs, qui ne comporte aucune activité aérobie. Exemple d'exercice de ce protocole, saisir des objets usuels, cuillères, crayons, pièces de monnaie, balles, etc. et les mettre dans une boîte. Cotation en nombre d'objets transportés. On peut aussi chronométrer pour la totalité de la boîte. Toujours pour répondre à la question comment faire progresser le patient, nous avons vu premièrement les exercices d'assouplissement, deuxièmement les exercices fonctionnels. Nous allons voir maintenant, troisièmement, les exercices pour améliorer la motricité résiduelle. Alors, il y a des exercices globaux et des exercices analytiques. Exemple d'exercices globaux. Les exercices fonctionnels que nous avons déjà vus dans le protocole PREFC, protocole de rééducation de l'équilibre fonctionnel quantifié, et qui permettent de renforcer les muscles des membres inférieurs lorsque ceux-ci sont déficitaires. Autres exercices globaux assez couramment utilisés en kinésithérapie, les exercices inspirés par les niveaux d'évolution motrice ou la musculation. À noter que certains exercices font à la fois partie des niveaux d'évolution motrice, du protocole de rééducation d'équilibre fonctionnel quantifié, PREFC, et de la musculation, comme par exemple, à partir de la position debout, se mettre au sol et se relever. On quantifie l'exercice en nombre de répétitions. Nous avons vu les exercices globaux, nous allons voir maintenant les exercices analytiques pour améliorer la motricité résiduelle du patient. Voici un exemple d'exercice analytique de la fondation de Garches. Il s'agit du renforcement des muscles extenseurs du coude. Cet exercice est utilisé principalement lorsqu'il y a une spasticité des muscles fléchisseurs du coude. Par exemple, une spasticité du biceps brachial. Un autre exemple d'exercice analytique proposé par le professeur Jean-Michel Graciès, il s'agit d'étirer les muscles adducteurs grâce à la contraction active des muscles abducteurs. Et vous voyez que dans cet exercice, on fait deux choses en même temps. L'étirement des muscles adducteurs, ADD, adducteurs, et le renforcement des muscles antagonistes, c'est-à-dire les abducteurs de hanche, et en particulier le moyen glutéal. Nous avons vu les principales techniques pour améliorer la motricité résiduelle du patient, mais il y en a beaucoup d'autres, comme la stimulation électrique fonctionnelle, lorsqu'il y a une spasticité fruste du triceps sural, ou la cryothérapie dans les scléroses en plaques incommodées par la chaleur, ou même un simple massage bien effectué lorsqu'il y a une douleur qui gêne la motricité. Lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie, pour répondre à la question « Comment faire progresser mon patient ?», nous avons vu qu'il y avait premièrement des exercices d'assouplissement, deuxièmement des exercices fonctionnels, troisièmement des exercices pour améliorer la motricité résiduelle. Mais il y a également le bonus que constituent les activités physiques, ludiques et sportives, et en particulier les exercices aérobies, mais pas seulement. Ces exercices sont particulièrement importants chez le jeune enfant, mais le plus souvent, ils peuvent jouer un rôle essentiel à la fois physique et psychologique à tous les âges de la vie, y compris en gériatrie.
La motivation est ainsi souvent maintenue à son plus haut niveau pendant des années. J'ai mis ces activités en bonus car ils arrivent dans un deuxième temps après avoir répondu aux 3 questions précédentes. En centre de rééducation, il s'agit souvent d'activités en balnéothérapie. Par exemple, ce patient qui présente une paralysie cérébrale et qui passe ses journées en fauteuil roulant retrouve dans l'eau des possibilités qu'il ne peut avoir à sec et vit avec plaisir des périodes d'activité sans équivalent à sec. En cabinet libéral, lorsqu'on connaîtra mieux le patient et ses aspirations, il est utile d'orienter le patient vers la pratique d'une activité à sa portée. Par exemple, l'équithérapie, l'équitation adaptée. Autre exemple, pour un patient présentant une sclérose en plaques, le bon conseil est qu'il puisse aller quotidiennement en piscine fraîche, par exemple en piscine municipale. Mais il y a une infinité de possibilités, comme les associations qui proposent la danse ou le karaté adapté pour les personnes en situation de handicap. Dans le cas particulier des petits-enfants, conscients et coopérants, il est clair que les exercices doivent se faire dès le départ sous forme de jeu, en utilisant la commande indirecte. Par exemple, montrer un jouet à atteindre pour déclencher un mouvement. Nous avons vu qu'il y avait 3 catégories d'exercices qui peuvent faire progresser les patients de neurologie. Premièrement, les exercices d'assouplissement. Deuxièmement, les exercices fonctionnels. Troisièmement, les exercices pour améliorer la motricité résiduelle. Mais quelquefois, c'est plus simple que ça. Il y a des pathologies qui n'ont pas de limitation d'amplitude. Donc, les exercices assouplissants sont inutiles. C'est le cas de cet enfant qui présentait un syndrome de Guillain-Barré. Il était hyperlaxe, au point qu'il avait plutôt besoin de chaussures rigides pour éviter les entorses et les déformations des pieds en position debout. Par contre, il devait faire des exercices fonctionnels, si possible aérobie, comme manipuler son fauteuil roulant sur un parcours chronométré, ou se déplacer en marchant à 4 pattes sur un tapis, et des exercices de renforcement musculaire pour améliorer la motricité résiduelle, et en particulier assis debout assis, avec des coussins en début de progression, avec un appareil de verticalisation encore appelé standing en progression. Dans d'autres cas, c'est encore plus simple. Il n'y a ni limitation d'amplitude, ni déficit de force musculaire. C'est le cas de ce patient qui présentait un syndrome cérébelleux quasiment pur avec une force musculaire impressionnante. Dans cette vidéo, on le voit se soulever du sol en se tractant avec les membres supérieurs. Dans le cas de ces patients qui présentent un syndrome cérébelleux pur ou une ataxie proprioceptive sans autres symptômes associés, il reste les exercices aérobies qui sont avant tout des exercices fonctionnels, comme par exemple se relever du sol avec un appui stable et se remettre au sol plusieurs fois. Mais on utilise également des exercices ludiques ou sportifs. Dans tous les cas de figure, il est toujours important de faire la différence entre les exercices qui ne sont possibles que sous la surveillance du rééducateur ou d'une personne valide et capable de rattraper le patient en cas de perte d'équilibre. Par exemple, pour ce patient, il s'agissait de la marche avec un fauteuil en guise de déambulateur. Nous allons voir l'exemple typique d'exercice qu'il n'est possible que sous la surveillance d'un kinésithérapeute expérimenté et assez fort pour pouvoir rattraper le patient en cas de chute. Voilà.
Il n'intervient que si le malade perd l'équilibre. Il n'intervient pas s'il ne perd pas l'équilibre ou s'il le perd en contrôlant sa chute. Voilà, maintenant, non, reste derrière. Reste derrière. Non, c'est pas toi. C'est toi, tu restes derrière, tu vas marcher en tenant le fauteuil. Voilà. C'est parti. Donc le fauteuil avec les freins bloqués fait office de déambulateur lesté et lui permet de marcher. J'ai le micro là-dessus. J'ai le micro. Bien sûr. Oui. Coucou. Voilà. Allez. Et sur combien de kilomètres? Voilà. Ben, le plus possible. Donc on va noter la distance. 40 kilomètres. Hein? Hier, tu as fait une vingtaine de mètres. Il faut essayer de faire un petit peu plus aujourd'hui. Oui. On a fait combien de secondes hier? Allons-y. On se concentre. On parle pas trop. C'est un peu ton défaut. Tu manques de concentration. Ah oui. On ne fait pas des pas trop grands. Concentre-toi sur le fait de ne pas faire des pas trop grands. Il y a une hypermétrie dans les pas. Donc rapproche-toi bien, tu n'es pas assez près quand même, de manière à le rattraper si jamais il perd l'équilibre. En parlant toi. Voilà. Allez, tourne vers moi maintenant. Descends vers la mer. Tu vois, ne pas tourner d'un seul coup. Donc en marche avant, ça va bien. Mets-toi latéralement par rapport à lui, qu'on voit bien que tu ne le touches pas. Ah voilà. Latéral. Latéralement. Voilà. Maintenant. Voilà, latéralement, encore plus latéralement. Voilà, que je te vois bien. Alors maintenant, tu vas retourner pour remonter, mais doucement. Tu as bien vu l'erreur que tu as faite. Voilà. Tu vois? Méthode des essais et des erreurs. Il apprend par l'expérience. Sans le toucher si possible. Voilà. Vas-y, remonte. Là, c'est beaucoup mieux. Le demi-tour est beaucoup mieux réalisé. Apprentissage par essai-erreur et auto-organisation des mouvements. Tu vas faire, attention, tiens-toi à deux mains, ne lâche jamais les mains. Et maintenant, tu vas te rasseoir dans le fauteuil sans qu'il ait à intervenir, toujours en te tenant à deux mains. Tiens-toi à deux mains. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais tu m'écoutes pas. Alors, tiens-toi bien à deux mains, ne lâche jamais les mains, ne croise pas tes jambes. Mets-toi bien en face. Je m'entends. Ça va? Ouais, très bien. Très bien. Et d'autre part, les exercices que le patient peut faire seul et sans danger. Pour ce patient, il s'agissait de la déambulation sur un tapis de marche équipé de rampes pour pouvoir se tenir en marchant. Au début, tu faisais des grands pas, tu cognais. Hein? Ah bon? Et là, ça va mieux. Et là, ça va mieux quand même. Hein? Tu marches régulièrement, mais il n'y a pas beaucoup d'équilibre parce qu'il se tient. Hein? C'est un exercice surtout d'endurance. L'avantage, c'est qu'il est quantifiable et qu'il peut faire comme ça une distance relativement grande que l'on peut augmenter. Les exercices que le patient peut faire seul et sans danger deviennent facilement des exercices d'auto-rééducation guidée. Il faut simplement quantifier l'exercice pour organiser la progression et donner au patient une connaissance des résultats. Voici une fiche sur l'utilisation d'un tapis de marche en auto-rééducation guidée. On quantifie la durée de l'exercice et la vitesse de marche. Un autre exercice d'auto-rééducation guidée pour ce patient, passer de la position assis au sol à la position debout avec un appui stable, on quantifie le nombre de répétitions. Troisième exercice d'auto-rééducation guidée, toujours pour ce même patient, monter et descendre les escaliers avec deux mains sur la rampe. En début de progression, on compte le nombre de marches franchies. En fin de progression, le nombre d'étages.
Nous avons vu les questions que l'on se pose en urgence lorsqu'on reçoit un patient pour la première fois. Les autres données du bilan diagnostique du rééducateur mériteraient d'être développées, que ce soit le bilan orthopédique, le bilan moteur, le bilan de la sensibilité, le bilan trophique, etc. Ce n'est pas le but de cette vidéo de développer tous ces bilans, qui sont généralement bien connus des rééducateurs. Disons qu'il faut quand même les faire le plus rapidement possible. Mais le plus souvent, il est encore plus urgent de commencer la rééducation avant même d'avoir fait tous les bilans. D'où l'intérêt de connaître dès le départ les réponses aux 3 questions prioritaires que nous venons de développer, même si ces réponses sont incomplètes et susceptibles d'évoluer. Les réponses à ces questions seront de plus en plus précises lorsque l'on connaîtra mieux le patient.